Merci, monsieur le député. La parole est maintenant monsieur Paul Giacobbi du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, une remarque préliminaire s'impose. Comme vous le savez, j'ai été frappé par une décision de justice. J'en attends la motivation, la rédaction, puisqu'apparemment c'est en cours de rédaction, et je comprends qu'il soit bien délicat de trouver des motifs que l'on m'annonce pour la mi-février. J'ai fait appel, et cet appel a un caractère suspensif, et dans l'attente, je dispose de l'intégralité de mes droits, et c'est ce qui me permet de m'adresser à vous aujourd'hui. L'évitement fiscal a fait l'objet de toutes les analyses possibles, de très nombreuses mesures ont été prises, des mécanismes ont été mis en place, sans toutefois que l'on ait le sentiment que le mal se réduit réellement. Il y a en fait trois raisons qui renforcent l'évitement fiscal et qui rendent très difficile sa prévention. Le premier est le fait que chaque État dispose de sa propre réglementation et l'impôt, le consentement à l'impôt, c'est le cœur de la souveraineté. Par conséquent, il est très difficile d'y faire renoncer les États. Chaque État a son propre dispositif très complexe, ce qui induit des failles et des contradictions entre les réglementations de chaque État et naturellement, de ce fait, la possibilité d'exploiter ces failles et ces contradictions. Et puis, et surtout, il existe des différences de niveau de taxation qui, évidemment, vont inciter les entreprises ou les particuliers à jouer de ces différences pour, comme on l'on dit, optimiser, c'est-à-dire diminuer leur imposition. Deuxièmement, il y a la complexité et la rapidité des échanges des biens et des services, et plus encore celle des flux financiers. Il est extraordinairement difficile de suivre cette incroyable jungle. La rapidité, ça n'a plus rien de commun avec ce qui se passait il y a un siècle ou même il y a 30 ans. Il y a une accélération considérable, et malgré les moyens informatiques qui sont considérables, les moyens informatiques de faire se déplacer les choses le sont tout autant, et ça rend les choses extrêmement difficiles. Enfin, j'allais presque dire la faiblesse et la difficulté de la coopération internationale qui se heurte à la souveraineté des États. Malgré les progrès faits, il n'en demeure pas moins que beaucoup d'États refusent de coopérer ou sont dans des attitudes intermédiaires, j'allais dire hypocrites, consiste à dire qu'on coopère et qui en fait coopèrent relativement peu. Et pourtant, ces dernières années, des choses ont été faites dans ce domaine. La lutte contre les paradis fiscaux doit être soulignée, mais les paradis fiscaux sont une manifestation extrême, vraiment quelque chose de très particulier, et tout le monde, tous les éviteurs de fiscalité ne passent pas par les paradis fiscaux. De surcroît, j'aurais une nuance par rapport à ce qu'a indiqué notre collègue Bocquet par rapport à une imposition sur les sociétés aux États-Unis qui descendrait à 15%. Je ne sais pas, mais 15%, c'est un taux nominal. Je rappelle que l'Irlande a 12,5% de taux nominal, et qu'en France, en réalité, quand on regarde très finement les choses, les très grandes entreprises du CAC 40 sont souvent assez éloignées de payer 38%. En réalité, il y a une étude récente faite par PricewaterhouseCoopers qui indique que ce serait plutôt aux alentours de 8%. Bon. Non pas qu'ils évitent, mais parce qu'ils bénéficient de toute une série de mécanismes. D'abord, ils localisent leurs bénéfices là où ils se font réellement. Deuxièmement, les entreprises françaises bénéficient d'un certain nombre de dispositifs, en particulier le dispositif d'aide à l'innovation et autres, qui fait que finalement elles payent beaucoup moins. Donc il faut être un peu prudent avant de baptiser les gens des États paradis fiscaux. Deuxièmement, au-delà de la lutte contre les paradis fiscaux qui est importante, le renforcement tout de même de la coopération internationale, même si elle n'est pas suffisante, elle existe. Dans le cadre du G20, de l'OCDE, il s'est fait beaucoup de choses, et ça a été cité par le ministre tout à l'heure, de très importants. Il y a également, il faut le dire, le développement des alertes. Et en particulier des alertes qui passent du fait qu'un certain nombre d'organismes, plus ou moins bien intentionnés, mais tout de même un certain nombre d'organismes, parviennent à ausculter, si j'ose dire, ou à pénétrer des systèmes informatiques et à trouver des vérités qui auraient échappé jusque-là aux uns et aux autres.
Parallèlement à ça, il faut quand même le dire, il y a eu tout un travail des États, en particulier de la France, pour peut-être sécuriser aussi celui qui paye l'impôt, et l'inciter peut-être d'une certaine manière à payer. Il a été tout à l'heure fait allusion, Mme Linière-Cassou a parlé des rescrits. Mais le rescrit, ce n'est pas un encouragement à la fraude, c'est plutôt un encouragement au paiement de l'impôt. C'est ce qui permet à celui, parce que les situations sont complexes, qui doit payer, de savoir exactement quelle est la règle qui lui est applicable, et partant, ça ne l'encourage pas à frauder, ça l'encourage au contraire à payer dans des conditions honnêtes. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis il y a eu ces dispositions relatives aux repentis, dont le grand avantage, qui sont produits dans beaucoup de pays, c'est tout de même, y compris la France. Parce que veut faire M. Trump, en France ça s'est fait, et ça a rapporté quelques milliards d'euros, Monsieur le ministre, si mon souvenir est bon, à la République, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Ce n'est pas d'ailleurs une amnistie, c'est le fait qu'on réintègre ce que l'on aurait dû payer dans son pays, et qu'on paye l'intégralité de l'impôt, et même parfois au-delà de ce que l'on aurait dû payer. Donc ce n'est pas une amnistie, c'est une régularisation, même si elle peut parfois choquer sur le plan moral. Alors tout ça est évidemment pas suffisant, même si, encore une fois, il faut parler des progrès accomplis. La proposition qui nous est présentée aujourd'hui vise en fait à instaurer une grande conférence des partis, ce que l'on aura appelé d'ailleurs au XIXe siècle un congrès international, sauf que là, ce serait récurrent, à l'image de la COP climatique, pour avancer dans la lutte contre l'évitement fiscal. C'est évidemment une très bonne idée que l'on ne peut que soutenir. Avec tout de même présent à l'esprit un certain nombre de choses. La première, c'est que l'ONU n'est pas un bon modèle de bon fonctionnement, et que c'est aussi un modèle de corruption, à peu près dans toutes ses activités, notamment y compris dans ses activités militaires, puisque l'on sait ce qui se passe ici et là. Deuxièmement, c'est le fait que les grandes conférences aboutissent rarement à des décisions concrètes et opérationnelles, surtout dans des matières aussi compliquées. Dans le domaine du réchauffement climatique, on a beaucoup parlé, etc. On a pris des décisions de principe, mais on ne peut pas dire que l'on ait vraiment modifié les choses dans le détail. Simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça entraîne un mouvement, ça crée une obligation, ça oblige, pour la conférence d'après, à montrer ce que l'on a fait. Et par conséquent, c'est très positif, malgré évidemment la lourdeur, la lenteur du dispositif. Mais une fois que c'est en place, on sait que ça va donner, ça ne peut pas faire de mal. On sait que ça va donner nécessairement quelque chose de bon. Enfin, il faut avoir présent à l'esprit que pour un pays comme la France, qui se situe quand même dans les premiers rangs du niveau de prélèvement obligatoire. Je crois que pour l'OCDE, on est battu par le Danemark, Monsieur le ministre, qui était au-delà de nous, mais enfin, le Danemark est un petit pays. Et puis, sinon, on est en réalité au premier rang des pays réellement significatifs. Bon. Et que dans ce contexte-là, il faut bien se rappeler que quand on est... Et puis, il y a des pays qui sont à 20%. Ce ne sont pas forcément des petits pays insignifiants. Prélèvement obligatoire, le Mexique doit être à 19%. Un pays avec ses lois, etc. Ce n'est pas un État sauvage. Donc nous, à ce niveau-là, il faut bien se rendre compte que si on a une coopération internationale poussée, eh bien, on aura tendance à nous demander de nous aligner plutôt que de parvenir à aligner le reste du monde sur nous. En tout cas, c'est peu probable. Et trop d'impôts tue l'impôt. Et il faut aussi bien reconnaître qu'à un moment donné, il faut savoir rester raisonnable. Et encore une fois, la quasi-totalité des pays de la planète impose moins lourdement les entreprises et les particuliers, mais surtout les entreprises. Et par conséquent, finalement, il faudra sans doute, à l'occasion de ces discussions internationales, que les sujets de niveau de l'imposition puissent bien entendu être traités. Dans ces conditions, et avec ces nuances, mais pour autant reconnaissant l'excellence de l'idée du dispositif et de tout ce qui a été indiqué tant dans la proposition que dans le rapport, notre groupe votera donc avec espoir, sans trop d'illusions, mais avec espoir tout de même, cette proposition. Merci, monsieur le député.